Et on va commencer avec vous, Sybille Cosnard. Paysagiste et urbaniste de formation, vous avez travaillé précédemment auprès de différents acteurs de la construction de la ville, en SEM, Société d'économie mixte, chez un promoteur ou à l'aménagement de la ville d'Évry, avant de fonder CityLinked en 2010. Et alors peut-être juste, avant de commencer votre présentation, un mot sur CityLinked, une agence de conseil, c'est ça? De conseil en stratégie urbaine, c'est toujours très nébuleux quand on se présente, donc je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous dire ce que nous faisons. Donc, du conseil en stratégie urbaine, c'est d'abord ce qui nous qualifie, c'est qu'on accompagne aussi bien les acteurs du secteur public que du secteur privé, puisque CityLinked est né d'une prise de conscience en ayant travaillé aussi bien chez le public que le privé, que ces acteurs avaient du mal à se parler, et ce constat avait lieu il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ça continue encore à être d'actualité. Plus concrètement, nous analysons des territoires, aussi bien pour les collectivités que pour les opérateurs immobiliers. Certains, notamment les élus, pour les aider à mieux comprendre comment peut se développer sa ville, encore plus lorsqu'il est très attractif auprès des opérateurs immobiliers. Mais les opérateurs aussi sont de plus en plus demandeurs de vouloir mieux comprendre un territoire dans lequel ils vont s'inscrire dans la durée. On intervient aussi à l'échelle de projets urbains en militant sur le fait que parfois on a trop vite des projets qui sont dessinés et montrés aux élus, et nous on croit beaucoup au fait qu'il y ait besoin de discuter sur l'implantation urbaine, la programmation, et donc on essaie de défendre ce parti pris-là. Et puis enfin on a une dernière expertise qui nous anime, qui est celle d'un observatoire urbain qu'on a mis en place il y a quelques temps, avec pour objectif de prendre un temps de recul dans tout ce que nous faisons dans nos pratiques quotidiennes, où on est mangé par la rapidité de toutes les informations qu'on nous donne. Et donc depuis un an, on a mis en place une collection avec Catherine Sabat, que peut-être certains connaissent, où l'objectif, c'est de publier un ouvrage une fois par an. L'année dernière, nous avons publié l'inventaire des réinventés, dont l'objectif était de porter une analyse critique sur ce qu'avaient pu générer tous les appels à projets urbains innovants qui ont beaucoup occupé les acteurs de l'aménagement et de l'immobilier ces 4 dernières années. Donc créer la ville de demain, comment créer la ville de demain, c'est toujours un sujet qui est pas évident pour nous urbanistes. Et je voulais partager avec vous cette première image. Parce que quand on parle du futur, le premier réflexe, c'est d'avoir toujours des images futuristes. Donc là, c'est je ne sais pas si c'était une page de couverture, en tout cas des extraits d'un Paris Match 1968, où on projetait les fronts de scène parisiens. Donc on a souvent le droit à ce genre de visuel, ou bien d'autres fois des visions utopistes. On en a fait et on en fait encore les frais dans les réalisations de villes nouvelles, où on a cru à un moment que le futur et le bien-être d'une ville serait d'avoir du tout voiture en sous-sol et du tout piéton sur dalle. Et ça fait au moins 20 années qu'on essaie de réparer tout cela, et c'est encore très difficile. Donc le parti pris que je voulais partager avec vous ce soir, c'était moins tant celui de montrer des images ou de parler d'utopie que je ne saurais porter, mais plutôt de partager les quelques tendances qu'on peut observer aujourd'hui dans nos pratiques du quotidien, et qui seront peut-être des socles pour construire la ville de demain. Donc, quelques tendances à partager. La première, c'est celle du big data qui arrive en ville. Vous pouvez voir un visuel de ce morceau de quartier qui a l'air très bucolique. Je ne sais pas si ça a marché. Voilà, vision hivernale. Ce quartier pourrait être en France. En l'occurrence, il est à Toronto, développé par Google. Il fait l'objet de beaucoup de contestation en ce moment, notamment côté secteur public de Toronto. La question qui se pose lorsque l'on a ces entités émergentes, et on peut parler des Google, des Amazon, ça pose pas mal de questions sur ce que va devenir la ville si on se dit que ces grandes entités deviennent les fabricants de nos villes. La question que cela peut poser, c'est la question de la conception. Est-ce que si demain, cette conception se fait par les data, que deviendront les concepts développés par vous, architectes? Et la question se pose aussi rapport à la construction immobilière. La grande question aussi qui se pose, c'est celle de nos collectes de données, c'est-à-dire que demain, si ces grandes entités privées
sont à même d'être en propriété de l'espace public qui en fait sera de l'espace privé et de toute une série de collectes de données nous concernant dans la pratique de nos espaces publics et de nos espaces privés. Que vont-ils advenir? Comment ils vont être gérés? Donc tout cela est encore très immatériel pour le coup, mais je trouve qu'on en parle peu dans nos pratiques de maintenant et que ça, en tout cas, ça existe et c'est en train déjà d'être fait à Toronto. Donc un risque commun d'ubérisation pour les acteurs de l'urbain. Autre tendance que l'on peut observer, c'est cette idée que la ville sera plus mixte. Il y a quelques années, quand je pratiquais mon métier d'urbaniste à la ville d'Évry, c'était pas le marché le plus porteur et la ville la plus attrayante. Et on avait un problème systématique de promoteurs qui venaient nous présenter des projets de logement avec une difficulté à occuper les rez-de-chaussée. Donc bien souvent, on avait des carreaux de plâtre pendant des années et bien souvent, on demandait aux opérateurs, mais est-ce que vous pourriez nous proposer autre chose que des stationnements rez-de-chaussée ou des carreaux de plâtre? Et à chaque fois, il était question de difficultés du marché, difficultés juridiques, techniques, financières. Le livre que nous avons édité l'année dernière, l'Inventaire des réinventés, a mis en avant le fait que dans ces appels à projets urbains innovants, et peut-être parce qu'il y a eu le terme innovation qui a bougé un peu tout le monde dans l'immobilier, que ça manquait potentiellement de challenge ou de nouveautés, la question, la mixité a été largement traitée. Je vous montre en exemple là un projet un peu emblématique qui est en cours de construction, qui est l'ancienne préfecture et ancien siège de la Pure, boulevard Morland, qui est un projet développé par Emerige et qui va présenter pas moins de 11 programmes au sein d'un même lot bâti. Alors beaucoup de critiques ont été faites sur ces appels à projets, beaucoup de critiques sont faites aussi sur ces mixités en se disant oui, mais c'est quoi le modèle économique, c'est quoi la pérennité des usages? Moi, je me dis que si on arrive déjà à, quand bien même les usages évolueraient dans le futur, si on arrive déjà à tenir cette forme de mixité, ce sera une sacrée réussite par rapport à ce qu'on a pu connaître et encore plus dans des territoires difficiles, en ayant bien conscience que ce qu'on a l'effet perverse aujourd'hui de collectivités qui nous sollicitent et qui veulent qu'on mette du coworking partout, même dans des territoires où c'est compliqué d'avoir du coworking. Je vous ai remis parce que c'est intéressant aussi, parce que c'est l'effet pervers aussi à se dire qu'on ne faut pas non plus qu'on soit dans un effet copier-coller, et c'est un peu ce qu'on a pu observer dans ces résultats d'appel à projets urbains innovants. Là, vous avez les pourcentage en rouge de tout ce qui a été proposé comme autre programme que les programmes classiques de je fais du tertiaire, je fais du logement. Donc on retrouve une grande variété de nouveaux programmes tertiaires. Vous retrouvez les coworking, les Fab Labs, les incubateurs, les makerspace. On retrouve dans les nouveaux programmes résidentiels du co-living, de la colocation, beaucoup de programmation culturelle, 73% d'agriculture urbaine et 67% de services de proximité. Là, on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'il y a une pertinence à avoir dans tous les programmes de l'agriculture urbaine? Est-ce que c'est un souhait de notre part à tous en tant qu'habitants, usagers, ou est-ce que c'est un effet de mode pour remplir cocher les cases dans la consultation et tenter d'être nommé lauréat? Donc la mixité est une vraie tendance. Elle est devenue presque un invariant dans les programmes que nous pouvons regarder. La question que l'on pose, c'est mixité fonctionnelle, elle a l'air d'être présente. La mixité sociale peut-être un peu moins, puisque dans les nombreux programmes qu'on a pu observer, toujours dans le cadre de ces appels à projets, je crois qu'il y a eu 7 réponses s'adressant à des publics en difficulté ou personnes âgées et femmes vivant seules. Donc il ne faudrait pas non plus que ces réponses dites innovantes ou poussant à une super mixité s'adressent à un public de jeunes urbains branchés. Un autre phénomène, ou une autre tendance plutôt, c'est l'idée que cette ville, la ville d'aujourd'hui, en tout cas, on nous parle beaucoup d'urgence écologique. Donc maintenant, on a cette prise en compte environnementale qui est extrêmement importante, mais je laisserai les sachants s'exprimer sur le sujet, mais on voulait quand même le relever. C'est vrai les JO aussi sont très, très poussants de cette dynamique environnementale. Bref, dans tous les projets, on a ça. On est aussi dans une course au label où à chaque fois on découvre des nouveaux labels
on s'y perd un petit peu, en tout cas me concernant, mais il est certain que nous devons faire avec cela. On aurait le sentiment de se dire que dans toutes les nouvelles opérations ou tous les nouveaux programmes, on a cette dimension-là en tête. Mais ce que nous devons avoir en tête aussi, c'est comment agir sur la rénovation du parc existant. Mais je crois que là encore, il y aura peut-être des exemples de projets qui seront exprimés en ce sens. Je suis désolée, je parle plus vite que les visuels. Donc là, vous remettant un certain nombre de critères que l'on peut observer aujourd'hui sur cette frugalité. C'est la construction et le bâtiment, consommation d'énergie, les espaces naturels, la gestion des déchets, la mobilité individuelle, les énergies renouvelables. Donc tout cela très bien pour le parc, en tout cas toutes les opérations qui vont être en cours de construction ou qui sont en train de se construire, mais quid du parc existant. Un autre élément important aussi, c'est la préfiguration de la ville ou la concertation. Là aussi, moi j'ai pu voir depuis 20 ans maintenant où je suis dans ce milieu de l'aménagement, que souvent les concertations auxquelles on a pu assister étaient majoritairement masculines, mais ça c'est peut-être un phénomène. D'ailleurs, merci d'avoir deux femmes dans cette configuration. Et souvent des personnes âgées aussi, parce que peut-être que les horaires n'étaient pas très flexibles. Et en plus, on avait fait le projet et on venait le présenter un peu pour la forme. Aujourd'hui, on sent qu'il y a eu une volonté de la part des habitants d'être plus impliqués, ce qui est un peu normal parce qu'on avait tous peut-être oublié qu'on faisait aussi ce métier à l'attention des habitants. Et donc, ce qu'on peut observer depuis quelques temps, et là aussi beaucoup véhiculé et porté par les appels à projets urbains innovants, c'est cette idée de préfiguration s'entendant occupation temporaire ou occupation provisoire, en se disant que souvent, quand on investit un lieu, avant que le projet ne se développe, il va se passer au moins 2-4 ans. Et là, l'idée, c'est de se dire plutôt qu'il soit inoccupé, préfigurons-lui des usages, avec des critiques qui sont faites aussi que parfois les occupations se passent tellement bien que quand le nouveau projet doit arriver, l'occupation a envie de rester et que c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est une vraie forme qui ressort aujourd'hui d'une manière de solliciter les habitants et d'autres éléments aussi dont vous avez peut-être entendu parler, qui est cette question de la maîtrise d'usage, où là, ce sont les habitants qui sont aussi sollicités pour co-concevoir les projets, et en référence le projet e-Link à Nantes qui est porté par Quartus. Et on a partagé aussi il n'y a pas longtemps, lors d'une table ronde, un projet porté par la SPL Confluence, donc aménageur à Lyon, qui lui était plutôt à solliciter les usagers a posteriori de la réalisation de l'opération, donc à venir évaluer le travail des architectes, des opérateurs immobiliers, des paysagistes, et en faisant valoir le fait qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et que on venait réparer le mobilier qui avait été au mauvais endroit. Et je trouve que le fait aussi de venir consulter a posteriori du projet, c'est riche d'enseignements pour beaucoup d'entre nous qui parfois travaillons trop dans nos bureaux. Et enfin, la dernière tendance à partager avec vous, c'est celle de la ville de demain qui se bâtira sur des terrains d'un nouveau genre. La France, elle est très peu construite. Je crois qu'on est 9% de territoire artificialisé. Donc en fait, on ne manque pas de foncier et c'est peut-être parce qu'on n'en a jamais trop manqué qu'on s'est mal étalé. Donc aujourd'hui, la question rapport à l'urgence écologique, c'est celle de l'étalement, de la lutte contre l'étalement urbain. Et c'est un peu ce qu'on essaie aussi, ou ce qu'on a pu observer ces dernières années, et là, c'est différentes situations qu'on a voulu ressortir de la manière dont on pouvait réintervenir sur du foncier dont on avait peut-être oublié de mieux le regarder ou voir que ça n'était pas une priorité à l'époque parce qu'on se développait et on était bien à se développer. Plusieurs situations, celle de la rénovation, on la connaît, il y a eu les projets ANRU, les projets NPNRU. Ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui, c'est que même dans ces projets de rénovation, l'ANRU était très porteur de vouloir démolir pour pouvoir financer. Aujourd'hui, on a des promoteurs immobiliers qui viennent dans des zones difficiles et qui proposent de réhabiliter le bâtiment. C'est le cas de Cogedim qui vient de gagner un projet pour réhabiliter les tours nuages à Nanterre.
Autre situation qui est peut-être plus connue depuis ces dernières années, le défriché, c'est-à-dire que ce sont les sites qu'on peut observer le long des voies ferrées, des voies navigables, des anciens sites industriels, puisqu'on observe notre phénomène de désindustrialisation. Et là encore, c'est une opportunité de réinvestir des sites qui étaient pour le coup artificialisés. Confectionner de la dentelle urbaine, le nombre de collectivités que nous rencontrons en ce moment, on était à la ville de Pontoise, qui est un centre-ville qui est super joli, mais le problème, c'est que ça s'est complètement paupérisé parce que les logements sont trop petits pour que des populations familiales, en tout cas, puissent venir s'installer. Il y a l'architecte des Bâtiments de France qui est dans tout ça. Ils ne peuvent pas faire beaucoup que du R+2. Et donc, on a un patrimoine bâti qui est magnifique, mais qui est en train de se démolir, alors qu'on est en centre-ville, que c'est bâti. Et là encore, les opérateurs immobiliers passent, mais ils disent que ça ne tourne pas au point de vue financier, donc on ne fait rien, quoi. Rendre plus belle la France moche, ce sont toutes nos merveilleuses boîtes à chaussures qui marquent nos entrées de ville et nos sorties de ville. Donc là, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'on côtoie des opérateurs immobiliers, notamment c'est le groupe Frey, qui nous faisait part de son expérience dans le fait que, tout en étant opérateur commercial, de se positionner en tant qu'aménageur sur ces grandes emprises commerciales pour tenter de ramener de la mixité et plus d'urbanité, sachant que ce sont des sites qui sont extrêmement complexes à investir parce que c'est très coûteux de faire partir ou de faire évoluer des enseignes qui rapportent de l'argent et pour qui tout se passe très bien. Se serrer les uns contre les autres, ce sont tous nos tissus pavillonnaires. Comment là aussi on pourrait optimiser le fait qu'ils soient peut-être plus occupés ou mieux occupés. Et enfin, une dernière situation qui est se réinventer le foncier ou peut-être ce foncier invisible qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne voyait pas. Quelques chiffres sur les appels à projets urbains innovants. Vous voyez qu'il y a quand même là aussi eu un phénomène positif. J'en fais pas la publicitaire, mais je trouve ça intéressant d'en retirer les côtés positifs, où il y a quand même eu une émergence de sites à forte nuisance qui sont ressortis dans les sites qu'ont proposé des collectivités pour développer des projets, ainsi que de nouveaux fonciers. Pour illustrer tout cela, quelques images. 1000 arbres, qui est un projet issu de Réinventer Paris, où vous avez, si ce projet se fait, qui couvrirait le périphérique. Un autre projet qui va construire sur d'anciennes carrières. Et puis le projet Brunzeau, qui est limite porte Ivry-sur-Seine et Paris, et qui, lui, a carrément reconfiguré les bretelles du périphérique. Et le groupement d'opérateurs immobiliers va construire au milieu des bretelles dans le trou. Donc c'est ce qu'on appelle le foncier invisible, dont on se disait qu'on n'aurait peut-être pas imaginé, en tout cas en France, se dire qu'on pourrait construire dans ces trous. Eh bien, c'est en train d'être réalisé. Donc pour conclure, si j'ai bien respecté mon temps, comment créer la ville de demain, c'est un petit peu avec toutes ces idées, toutes ces tendances qu'on peut observer et à partager avec vous ce soir. Cette apparition du big data dans les pratiques de conception et de gestion. Je fais un petit aparté là-dessus. On avait une discussion avec Thierry Lajoie, que certains connaissent peut-être, aménageur, Grand Paris Aménagement, qui soulevait le rôle de l'aménageur aujourd'hui avec cette question des big data, en disant mais peut-être que demain ou peut-être que dès aujourd'hui, le rôle de l'aménageur n'est pas tant de vendre son foncier que de le garder, de l'exploiter pour potentiellement sécuriser l'exploitation de ces données face à des futurs Google, Amazon, et peut-être en tirer une source financière, parce qu'il faut aussi bien financer l'espace public par le fait de faire payer un certain nombre de données qui seraient disponibles sur l'espace public. Autre tendance, c'est la conception de la ville à la lueur de ces nouvelles attentes sociétales, la ville démocratique, la ville partagée, la ville écologique. C'est aussi prendre en considération le fait que si on veut lutter contre l'étalement urbain, on doit regarder peut-être des projets ou des sites, en tout cas des situations foncières qui sont moins simples que d'aller développer un champ de patates. Et ça, ça amène plus de complexité dans notre manière de travailler et d'aborder ces projets. Et puis, peut-être que de tout cela, c'est un renforcement pour nous tous d'innover. Innover ne s'entendant pas avoir toujours des idées neuves, mais en tout cas de peut-être bousculer nos a priori, bousculer nos habitudes.
Et ma petite question à partager avec vous tous, de comment est-ce que l'acier, que je méconnais, donc très, très preneuse de vos prises de parole, ces concepteurs et ces constructeurs peuvent-ils œuvrer dans ces directions? Merci beaucoup, Sybille Cosnard. On peut vous applaudir.